Approchez. Approchez donc. Venez vous installer autour de ce feu de camp et écouter un nouveau conte horrifique d'une nuit d'été. Pour le deuxième de cette saison, c'est l'histoire de l'autre monde qui s'y colle. C'est un excellent youtubeur avec son univers particulier. Et croyez-moi, cette histoire va certainement vraiment vous intriguer. Il s'agit de quelque chose de pas tout à fait terrestre. Mais plutôt que de vous en dire trop, je vous laisse découvrir cet excellent youtubeur. Et je vous retrouve juste après. Enlèvement. J'enregistre ce message afin qu'il reste une trace de ce que j'ai vécu, moi et ma famille, ainsi que les rares habitants du quartier n'ayant pas encore subi leur visite. À ces créatures qui nous ont prises pour cible, nous plongeons tous dans la terreur, angoissant en se demandant qui serait la prochaine maison à déplorer la perte d'un des leurs, sans espérer l'aide des autorités qui pensent qu'il s'agit d'un réseau de kidnapping très organisé. Ils pensent aussi que les agents chargés de ces actes utilisent des drogues ou des hallucinogènes puissants pour nous faire croire ce qu'ils indiquent être des visions. Ils ne croient pas aux rares témoignages que certains des habitants comme moi leur ont fait, leur décrivant ces créatures qui sont la cause de tous ces enlèvements, dont le quartier est la victime depuis plusieurs mois. Dès les premiers disparus, pratiquement tout le quartier a fait une razzia chez les fournisseurs d'alarmes, de portes sécurisées, de volets électriques, mis en fonction dès le soir tombé, et parfois même en pleine journée. Car oui, c'est une autre particularité de ces êtres. Leur manière d'opérer leur permet d'agir à toute heure du jour ou de la nuit, sans être vus. Elles n'apparaissent sous leur vraie forme qu'au moment de s'emparer de leur cible, avant de s'enfuir avec elles, laissant des familles dans le désarroi, la tristesse et la peur. Cette peur qui nous envahit tous aujourd'hui, même s'il y a de moins en moins d'habitants dans le quartier. Beaucoup ont préféré fuir en déménageant ailleurs, pour échapper à tout ça, à cette vague d'enlèvement, faisant le deuil de leurs enfants, leur épouse, leur mari, leurs parents, leurs amis qui ont été les proies de ces êtres venus d'ailleurs. Si je dis ça, ce n'est pas seulement à cause de leur aspect, mais aussi à cause d'un événement qui a précédé toute cette histoire. Ça aussi on en a parlé à la police. Ils ont même fait des fouilles dans le périmètre proche où ce dernier s'est déroulé, histoire de nous resserrer tous, mais en vain. Mis à part le cratère de la supposée météorite responsable au milieu des bois avoisinants, ils n'ont détecté aucune présence inhabituelle, aucun engin spatial, aucune créature sortant tout droit d'un récit de science-fiction. Ils nous ont juste indiqué après les recherches à notre demande qu'on devrait éviter de mélanger les fictions des livres et des films et la réalité. Pour le bien de nos enfants et de nos proches, on leur transmettait des idées néfastes et qui nuisaient au bien-être du quartier. Ces imbéciles. L'un d'entre eux a même rajouté que les petits gris ou les hommes verts mis à part dans X-Files, ça tenait de la fable des complotistes en tout genre, ou des Mulderiens acharnés. Et dire qu'il y a encore quelques mois, nous vivions tous sereinement, parsemant nos journées de sourires aux voisins, observant les jeux innocents des gosses jouant dans les jardins, que ce soit au ballon pour les uns, au défilé de Barbie devant le garage pour les autres, ou encore ceux dotés de costumes de super-héros. Mais ces moments qui nous donnaient à tous le sourire a disparu aujourd'hui. Puis ce soir du 16 février 2022, où un éclair luminescent a traversé le ciel, illuminant tout le quartier, avant qu'une immense panne d'électricité frappe tout le monde. C'était comme si on avait subi de plein fouet une IEM de grande ampleur. Puis il y a eu l'impact, déclenchant une mini-secousse qui a causé pas mal de frayeurs et de vaisselle cassée. On savait que cet objet vu dans le ciel était forcément lié à cette secousse. La ville n'était pas à proximité d'une quelconque faille ou zone sismique qui aurait pu expliquer cet événement. Et qui plus est, la panne de tous les appareils électriques aurait pu s'expliquer si elle s'était déroulée au même moment que la secousse, en tant que conséquence. Mais là, elle avait eu lieu avant. Avant l'impact de cette chose venue du ciel. Une météorite, ont dit les experts chargés d'aller voir sur les lieux de l'impact, dès le lendemain. Un événement qui a mobilisé une grande partie des forces de police de la ville, et même des militaires, formant un périmètre de sécurité autour des bois où la supposée météorite s'était écrasée, afin de prévenir l'intrusion de tout passionné de corps célestes de venir perturber l'enquête scientifique. Finalement, tout le monde a été assez déçu, car quand toutes les équipes se sont rendues sur place, elles n'ont trouvé qu'un grand cratère au milieu des bois, sans aucune météorite à l'intérieur. Des robosondes ont été envoyés pour explorer le cratère. Mais les images transmises à la surface par ceux-ci n'ont fait que montrer les parois rocheuses de la cavité formée, sans rien d'autre. Et ce, malgré la grande profondeur à laquelle les robots se sont rendus. Ce qui a rendu dubitatifs les experts scientifiques, tout excités à l'idée de pouvoir étudier les fragments de la météorite. Comment ce dernier avait pu disparaître ainsi ? Surtout au vu de la circonférence du cratère, qui indiquait un volume assez massif de l'objet céleste s'étant craché. Puis, police, militaires et scientifiques se sont désintéressés peu à peu de ce gigantesque trou dans les bois, n'ayant pas de matière à étudier, et la zone est redevenue libre d'accès. Des barrières ont malgré tout été disposées tout autour, avec des panneaux indiquant à la prudence, afin de ne pas franchir le périmètre des protections, et éviter des chutes mortelles pour quiconque aurait la stupidité de vouloir observer de plus près ce que certains ont commencé à appeler le gouffre du diable.
Un nom aussi stupide que ceux qui lui avaient donné ce patronyme. Malgré tout, le gouffre du diable a eu son moment de gloire, attirant les touristes pendant un temps avant de retomber dans l'oubli, et s'ajoutant aux curiosités naturelles des alentours. C'est un mois après le crash que notre cauchemar a commencé. Il y a d'abord eu la vieille Madame Milton, une personne acariâtre qui détestait à peu près tout et tout le monde dans le quartier, insultant les gosses qui parlaient trop fort pendant qu'elle regardait son émission à la télévision, trouvant toujours quelque chose à redire aux livreurs sociaux qui lui amenaient ses repas. C'est sans doute à cause de ce tempérament que personne ne s'est étonné de son absence, survenue d'un coup. Au bout de 2 jours, sans nouvelles d'elle, une patrouille est venue, et a fini par faire appel à un serrurier pour entrer. Et ils n'ont trouvé nulle trace de la vieille peau qui était Madame Milton. Disparue, sans laisser de traces. La première d'une longue liste. Bientôt, des faits similaires étaient annoncés par d'autres habitants du quartier. Le père des tanneurs a subitement disparu en pleine nuit, sans raison. Aucune trace d'effraction, aucune fenêtre ou porte ouverte pouvant signifier que quelqu'un s'était introduit. Le lendemain, c'était le fils de la veuve Salmon. Un gamin qui lui donnait bien du mal, toujours à faire les bêtises les plus insensées dans le quartier. 4 jours plus tard, la veuve Salmon elle-même était introuvable. Entre-temps, d'autres disparitions furent constatées chez les familles diverses, et pas seulement la nuit, comme je vous l'ai déjà indiqué au début de ce récit. C'était comme si les corps s'étaient évaporés d'un coup. En tout cas, c'est ce qu'on croyait au début. C'était le fait d'un sorcier ou une organisation utilisant des pouvoirs magiques, aussi fantaisiste que cette idée pouvait l'être. Mais ça restait plus vraisemblable que l'idée que ces personnes aient décidé de quitter le quartier sans prévenir, en laissant toutes leurs affaires sur place, et sans la moindre raison. La police a pourtant évoqué cette piste, parlant de fuite pour les gosses ou de problèmes familiaux insoupçonnés, ayant décidé les disparus à partir de leur plein gré. Mais ça n'avait pas de sens. Aucune des personnes qui restaient introuvables n'aurait pris de telles décisions aussi insensées. L'évocation d'une piste d'une organisation spécialisée dans les enlèvements a alors commencé à germer au sein du quartier. Celui-ci se vidait de plus en plus, installant un climat de terreur ayant décidé de nombreuses familles à partir, plutôt que d'attendre une réaction des autorités qui prenaient encore ces disparitions à la légère, malgré la mise en place de patrouilles récurrentes, de jour comme de nuit, sans que ça change les enlèvements en nombre. J'avais bien vu le visage blême, presque épouvanté plus que de coutume, de certaines des familles atteintes par ce mal insidieux qui frappait notre quartier. Mais à ce moment, j'étais loin d'imaginer ce qui en était la cause. Et puis ce fut le tour de ma famille d'être touchée. Niels, notre fils de 8 ans, disparu à son tour, comme les autres, en plein après-midi, alors que je travaillais, que mon épouse était seule avec lui à la maison. Notre fille était à l'école à ce moment. Niels étant malade, il n'avait pu faire de même. Mon épouse, Cathy, a constaté que Niels n'était plus dans sa chambre vers 15 heures ce jour-là. Elle m'a appelé immédiatement, proie à la panique. Je l'ai retrouvée en larmes, sur le lit de notre fils, et j'ai eu toutes les peines du monde à la consoler et la rassurer. Bien sûr, nous avons fait état de la disparition à la police, comme l'avaient fait avant nous nos voisins, touchés par le phénomène, mais avec le même sentiment d'incompréhension et de dépassement de la part de la patrouille chargée de prendre notre déposition. 3 jours plus tard, je comprenais qui était la cause de tout ça. Ou plutôt, quoi. Contrairement à Niels, ça s'est passé en pleine nuit. Cathy était sous calmant, étant sous le coup d'angoisse permanente depuis la disparition de Niels. Vers 4 heures du matin, j'ai entendu un grand bruit venant de la chambre d'Emily, notre fille de 12 ans. Pensant immédiatement qu'il s'agissait de l'un de ses kidnappeurs supposés, je me suis rué vers sa chambre, ouvrant en grande force la porte de cette dernière. Et là, j'ai cru me trouver en plein milieu d'un récit de Red Bradbury, dont j'étais le personnage malheureux. Devant moi se trouvait un être qui devait bien faire dans les 2 mètres de hauteur, comportant des mains aux longs doigts effilés, presque décharnés, tellement ils étaient maigres. Ses jambes étaient du même ordre, et pourvues d'ongles noirs et opaques. Son corps, tout aussi amaigri, faisait penser à une victime d'anémie alimentaire, et était surplombé d'une tête dépourvue de tout cheveu, lisse et luisante, du fait de la lumière de la lune filtrant par le verre de la fenêtre, et se projetant dessus. La créature était dotée de grands yeux globuleux, et d'une mâchoire qui pourrait rivaliser avec celle d'un requin, parsemée de dents aussi pointues qu'un rasoir. Elle portait Emily dans ses bras, me fixant, l'air surprise de ma présence, interrogative. Puis, me dédaignant, elle commençait à tourner les talons et se diriger vers la fenêtre. Je voyais son corps sembler se dissoudre, devenir presque transparent, translucide. Sortant de ma torpeur que cette vision avait provoquée en moi, j'attrapai instinctivement la lampe de chevet qui se trouvait près de moi, arrachant le fil, enlevant le cache-ampoule et brisant celle-ci, avant de me jeter sur la créature dont les traits devenaient de plus en plus indétectables. Et j'enfonçais le restant de l'ampoule brisée, toujours accroché à la lampe sur le dos de l'être, labourant la chair de celui-ci avec haine. La créature laissa échapper un râle de douleur, faisant tomber Emily à terre, qui restait inconsciente, comme endormie par je ne sais quelle substance délivrée par cet ennemi en face de moi. Il montrait des signes de réponse à mon acte de violence, m'observant. Je le vis affaisser sa gueule qu'il avait ouverte, montrant sa dentition de cauchemar.
se tenir une main sur son crâne, comme s'il recevait une transmission de pensée, une sorte de message psychique. En tout cas, c'est ce qui me semblait le plus vraisemblable au vu de sa réaction ensuite. Sans donner plus de mouvements belliqueux, la créature observait quelques secondes Émilie à terre, avant de se diriger à nouveau vers la fenêtre. Elle semblait se fondre à travers, devenant de plus en plus transparente, avant de disparaître de ma vue. Par curiosité, je regardais au dehors, et malgré les lumières du jardin, je ne percevais aucune forme. C'était comme si la créature s'était volatilisée ou était devenue invisible. Mais ce qui m'apportait le plus, c'était l'état de santé d'Émilie. Je me penchai vers elle, la secouant pour la réveiller du songe, du coma dans lequel elle semblait plongée. Je parvins à lui faire reprendre conscience, la prenant dans mes bras, pleurant, heureux qu'elle soit encore vivante, craignant que cet être mystérieux l'ait privée de toute vie. Après cette nuit, j'ai tenté de m'adresser aux habitants dont l'attitude m'avait semblé curieuse. J'étais persuadé qu'eux aussi avaient vu cette créature, ou du moins l'une d'entre elles, car il était évident qu'au vu de la fréquence des enlèvements, elles étaient plusieurs. Il y avait forcément un rapport avec le crash de la météorite. Au vu de la capacité de ces êtres de se rendre invisibles, il n'était pas interdit de penser que la météorite était en fait un vaisseau spatial, qui avait sans doute été déplacé à la suite de leur atterrissage dans les bois, et rendu invisible aussi, afin de ne pas être vu, d'où l'absence d'objets à l'intérieur du cratère. Les voisins m'ont confirmé en discutant avec eux en toute discrétion qu'ils avaient eux aussi été témoins de la vision de l'un de ces êtres. Mais contrairement à moi, ils n'avaient pas pu réagir en constatant l'enlèvement sous leurs yeux d'un membre de leur famille. On a formé un groupe de témoins et essayé d'alerter les autorités de l'existence de ces créatures, de leur lien avec le cratère dans les bois. Mais on s'est trouvé face aux moqueries et l'indifférence de tous qui nous ont pris pour des illuminés, ayant trop regardé X-Files. Depuis, parmi ceux qui sont restés dans notre quartier, nous nous sommes préparés aux futures visites d'autres créatures, venant finir le travail, nous armant en conséquence afin de nous protéger, nous et nos familles. Mais est-ce que ce sera suffisant? Certes, j'ai réussi à en blesser une, mais j'ai bénéficié de l'effet de surprise. Rien ne dit que j'aurai la même chance une deuxième fois si l'une d'entre elles revient. Je n'ose plus partir travailler. J'ai trop peur de retrouver ma maison vide en revenant. Fille de mon épouse, de ma fille, qui sont aussi terrorisées que moi, après que je leur ai dit la nature de la menace qui pesait sur nous. Elles n'ont eu aucune peine à me croire au vu des événements subis ces derniers temps, d'autant que de nombreux voisins ont confirmé ce que j'avais vu. Combien de temps tiendront-nous? Je l'ignore. Nous savons qu'aucune matière n'est en mesure de les empêcher d'entrer chez nous pour faire je ne sais quoi de nos corps. Sommes-nous de la nourriture? Des cobayes pour des expériences? Des animaux domestiques à leurs yeux? Je n'en sais rien. Et à dire vrai, je préfère ne pas savoir. Ne sachant pas le temps qu'il me reste, à moi et ma famille, à parvenir à empêcher le pire pour nous, j'ai commencé à enregistrer ce journal, espérant qu'il soit le témoin de ce qui nous a frappés, nous et l'ensemble du quartier, afin d'offrir une réponse aux disparitions. Et rien ne dit qu'une fois tous les habitants tombés sous leurs mains, ces créatures, ces aliens, ne s'attaquent pas ensuite à d'autres quartiers, de façon à continuer leur moisson. Si vous écoutez ce journal, prévenez le plus possible de monde sur la réalité de leur existence, de leur manière d'opérer. Si vous avez des contacts avec l'armée et des scientifiques fiables, peut-être serez-vous en mesure de leur faire prendre conscience du danger qui nous menace tous à long terme. Il en va de notre survie. Car j'ignore si ces aliens ne sont qu'un groupe isolé, ou s'ils sont les précurseurs d'une invasion prochaine sur notre planète. Je vous avais prévenu, hein. Une histoire très intrigante, est vraiment excellente et bien sûr racontée de main de maître. Enfin, de voix de maître plutôt. Si vous avez apprécié son travail, je vous invite à vous rendre dans la description de cette vidéo et à vous abonner directement à sa chaîne. Vous allez voir qu'il va vous faire voyager à travers toutes ces histoires. Et croyez-moi, une imagination pareille, on n'en trouve pas à tous les coins de YouTube. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi et je vous donne ainsi rendez-vous la semaine prochaine pour un autre conte horrifique d'une nuit d'été.